Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dans lequel on va parler du marché obligataire en 2023. Moi, je suis Christophe Tapia, je suis le fondateur de Sony Asset Management. Je vais partager le micro avec Kevin Gamero, gérant dans l'équipe obligataire chez Sony, qui gère le fonds Sony Eurocrédit Opportunité et qui gère aussi notre fonds daté Sony Opportunité 2025. Vous êtes très nombreux connectés. Alors, ça me fait très plaisir. Il se trouve que, bien évidemment, et ça n'aura échappé à personne, cette année 2022 sur le crédit, c'est deux, trois choses qu'on pourra qualifier d'historique. Donc, c'est intéressant. Et nous aussi, le nombre de personnes connectées. L'idée, c'est qu'avec Kevin, on va en espace de 30-35 minutes, faire un bilan 2022 sans s'apesantir trop. Tout le monde a vu que les taux avaient monté. Donc, ça, c'est un premier sujet. On va voir quelles sont les conséquences. Surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va se passer, en tout cas nos vues pour l'année 2023. Et puis après, on mettra en exergue les deux stratégies et on va essayer de faire un exercice pas simple, mais de se dire, voilà, aujourd'hui, on a vu un florilège de fonds datés fleurir sur le marché eu égard à cette augmentation des taux d'intérêt, à cet écartement de spread. Voilà, on va voir quelles sont les solutions sur cette partie-là. Et puis surtout, on va faire un peu un match entre fonds datés et fonds ouverts. Parce qu'aujourd'hui, des fonds obligataires ouverts peuvent aussi avoir beaucoup de vertus dans cet univers de hausse de taux et dans cet univers qui était totalement redimensionné. Donc, c'est autour de toutes ces questions-là qu'on va essayer de répondre. Bien évidemment, vous pouvez, comme d'habitude, sur le chat, poser vos questions auxquelles je tâcherai de répondre au fur et à mesure de la présentation. Et puis, si on n'a pas réussi à répondre à tout le monde, écoutez, Blaise et moi, on se permettra de rappeler chacun d'entre vous pour aller sur l'ensemble des questions. Voilà pour le programme de ce qu'on va faire aujourd'hui. Juste rapidement pour rappeler un petit peu les lignes directrices de ce qu'on fait sur le crédit chez Sony. On a des éléments qui sont assez tangibles. Une gestion qui est essentiellement fondée sur un scénario macro. Et quand on parle de crédit, quand on parle de taux d'intérêt, évidemment, c'est un élément central dans les marchés financiers. Et bien évidemment, ensuite, notre expertise, elle est essentiellement sur le crédit européen, donc un univers qui est très large et où Kevin va pouvoir déployer tout son savoir-faire et il est important. Et après, notre métier, c'est d'être très précautionneux sur la sélection des émetteurs, parce qu'au bout du compte, c'est pas parce que les taux ont monté, c'est pas parce que les spreads se sont écartés que finalement, n'importe qui peut devenir gérant obligataire demain matin en choisissant une liste, en appuyant sur un bouton et en travaillant en fonction d'un taux actuariel pour aller chercher de la rémunération. C'est pas si simple. Et nous, on pense que c'est pas parce que tout est plus facile aujourd'hui, en tout cas, tout paraît plus facile aujourd'hui, qu'il faut baisser la garde. Et je pense que plus les choses paraissent simples, plus il faut être précautionneux sur les choix qu'on fait, sur la manière dont on travaille. Et c'est tout ce qu'on va essayer de vous expliquer avec Kevin sur la demi-heure qui va se passer. Globalement, aujourd'hui, il y a une offre avec 3 fonds sur la gestion obligataire Sony. Le premier fonds qui est le fonds historique Sony Euro Stratégique. Donc, c'est un fonds de portage pragmatique, plutôt en short duration, sur lequel on travaille sur un univers d'investissement plutôt triple B, double B. Donc ça, c'est le premier fonds. Le deuxième fonds, Eurocrédit Opportunité, géré par Kevin, qui est un fonds un peu plus opportuniste, avec plus de mobilité, où on va aller chercher du vrai bon picking pour aller chercher les bonnes idées du moment, avec aucun a priori d'ailleurs sur l'univers d'investissement. Ça peut être du triple B, du double B, du simple B, même du triple C, donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis notre fonds daté à échéance, Sony Opportunité 2025, on va en reparler également tout à l'heure, qui est un fonds volontairement très court, et on racontera tout à l'heure pourquoi effectivement la courte duration nous paraît être une bonne idée sur cet univers flamboyant des fonds datés qui ont fleuri depuis le début de l'année. Voilà pour mon introduction. Je crois que j'ai fait une grosse partie de mon travail. Ça a duré 4 minutes. Kevin, maintenant à toi de jouer. On va refaire un petit récapitulatif assez rapide de 22. Et puis après, rentrer un peu dans ce qu'on imagine de faire sur 23. Voilà, Kevin, je te laisse la main. Ok, merci Christophe. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés ce matin. Juste, on va reposer les bases du paysage dans lequel on évolue aujourd'hui. On a démarré l'année 2022 avec une croissance dans le monde qui était autour de 6%. On est aujourd'hui entre 2 et 2,5%. On a démarré l'année 2022, on avait des taux nominaux sur les emprunts gouvernementaux en Europe qui étaient autour de 0, voire en négatif. On est maintenant plutôt autour de 2. Et on a démarré l'année 2022, on avait des taux de défaut qui étaient à 0. Et aujourd'hui, en projection, on parle plutôt d'un taux de défaut à 4% sur les 12 prochains mois. Bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, l'année 2022, moi, j'ai voulu
mettre un titre qui était un titre assez agressif, qui est l'année du crack obligataire, hein. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. Aucun compartiment du spectre obligataire n'a été protégé durant cette année. Si vous étiez positionné sur des emprunts souverains, vous devez être aux alentours de -15 year to date aujourd'hui. L'investment grade est à -13, le high yield est à -8, -9. Et les actions ne sont pas en reste, hein. Aucune classe d'actifs cette année n'a protégé l'investisseur, hein. Les seuls endroits dans le monde où on aurait pu faire de la performance positive, ce sont le dollar, qui a plutôt bien marché, les commodities, qui doivent être grosso modo autour de +15 year to date, et puis cash is king, hein, le cash qui a rapporté grosso modo 1% sur cette année. Donc une année extrêmement difficile. Pourquoi on a eu cette année difficile? Je vais passer très brièvement, puisqu'on a déjà eu le plaisir et l'occasion d'évoquer ces points-là, mais l'inflation qui a dérapé. On est aujourd'hui un petit peu en dessous de 8% sur l'inflation totale aux États-Unis. On est à 10% en Europe. Et la réponse qui a été apportée par les banquiers centraux vis-à-vis de cette inflation a été de durcir les conditions monétaires dans des proportions qu'on n'avait jamais connues auparavant, hein. En début d'année, schématiquement, aux États-Unis, on avait des taux Fed Fund qui étaient à 0, on est aujourd'hui à 4. Et en Europe, on était à -0,50, on est à 2. Et ça s'est fait en l'espace de quelques mois. Donc c'est des conditions monétaires extrêmement restrictives et qui se font sur un horizon temporel extrêmement court. L'objectif d'un durcissement des politiques monétaires, c'est quoi? C'est essentiellement de ralentir la demande. En fait, on cherche absolument à impacter la croissance dans le monde de manière à juguler cette inflation. Donc, on commence à voir les premiers signaux positifs si on regarde le graphique de gauche qui représente en fait l'évolution du PIB aux États-Unis et en Europe trimestre après trimestre. On constate que après les effets de distorsion 2020-2021 entre le Covid et la réouverture, aujourd'hui, on commence à retrouver des niveaux qui tendent vers la normalité sur la partie croissance. Si on regarde à droite les indicateurs soft data, on est globalement en Europe et en Chine déjà en territoire restrictif sur ces indicateurs ISM, que ça soit en manufacturier ou sur la partie des services. Aux États-Unis, le son de cloche est un peu différent. Effectivement, le manufacturier ralentit, mais on est toujours en phase d'expansion, on est toujours au-dessus des 50. Par contre, les services, et ça c'est un point qui est central quand on regarde la bonne santé économique des États-Unis, les services sont très bien orientés. On est au-dessus des 56 et les chiffres de la semaine dernière venaient confirmer la bonne tenue des services aux États-Unis sur l'année en cours. Donc oui, l'objectif, c'est le ralentissement économique souhaité, voulu par les banques centrales, voire une récession. On dit souvent que le marché obligataire est le marché le plus intelligent entre le marché des actions et le marché des obligues. Et le marché obligataire, il a déjà pris le pari que les États-Unis tomberont en récession sur les prochains trimestres. Il y a plusieurs moyens d'affirmer cet élément, mais j'ai souhaité rester concentré sur le spread 2 ans, 10 ans américain. Donc en fait, on regarde l'écart de rémunération entre le taux nominal américain à 2 ans par rapport au taux nominal 10 ans américain, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le taux de 2 ans est plus élevé que le taux à 10 ans. Donc on a une inversion de la courbe. Et quand on regarde ce que ça signifie, quand on regarde dans le passé ce que ça signifie, ces périodes d'inversion de la courbe, en général, c'est précurseur d'un ralentissement économique, voire d'une récession aux États-Unis sur les trimestres qui suivent. Donc le marché a déjà pris, lui, a déjà trouvé son avis, qui est de dire que les États-Unis vont tomber en récession en 2023 probablement. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte de ce qui s'est passé en 2022, ce qui est intéressant, c'est de voir
quels sont les messages pour 2023? Alors moi, j'ai 3 messages pour vous aujourd'hui sur comment je perçois l'année 2023. Le premier message, c'est que la thématique de l'inflation, elle sera toujours d'actualité en 2023, mais ça va être la thématique de la désinflation. Donc, on va avoir une inflation qui va continuer d'afficher une dynamique positive, mais qui va être sur un ralentissement de cette dynamique positive. On va avoir des chiffres d'inflation qui vont être de moins en moins puissants, forts, élevés. Ça, c'est le premier élément. Donc, on va avoir une inflation qui probablement, c'est à prendre avec des pincettes parce que cette notion d'inflation, certains se sont trompés, ces derniers temps en nous parlant d'inflation transitoire, mais il est probable que l'on enregistre une inflation qui atterrisse autour de 5% d'ici à fin 2023 en Europe et aux États-Unis, et que l'année suivante, on retombe sur des niveaux entre 2 et 3%. Mais le message principal ici, c'est de dire qu'on va avoir plutôt la thématique de la désinflation. Hein, on a sans doute passé le pic, mais que cette inflation, elle va rester sur des niveaux qui vont être plus élevés que ceux que nous avions avant le début de la crise du Covid. Ça, c'est un autre message à garder en tête. Si on peut passer à la slide suivante. Oui, alors les facteurs, très brièvement, parce que j'en ai déjà parlé lors de mon précédent webinaire. Il y a des facteurs qui sont plutôt déflationnistes, qui sont le durcissement des conditions monétaires qui vont affecter la demande dans le monde. Et donc ça va donner une bouffée d'oxygène sur cette hausse des prix. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les matières premières, on est plutôt dans une logique de prix revus à la baisse depuis un semestre. Donc ça va avoir des implications sur les effets de base pour les prochains chiffres d'inflation. Et puis globalement, et c'est plutôt un très bon message, on a une détente sur la chaîne logistique globale. J'aurais pu éventuellement vous mettre l'évolution des taux de fret dans le monde. On avait des taux de fret qui avaient explosé en fin d'année 2021. On était monté sur des niveaux très très hauts. Là, on revient sur des niveaux beaucoup plus normatifs. Ça, ce sont pour les facteurs déflationnistes qui sous-tendent une désinflation pour 2023. Mais cette désinflation 2023, on va atterrir sur des niveaux qui vont rester plus élevés que les niveaux d'inflation qu'on avait avant Covid. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs facteurs qui sont des facteurs très puissants. On a cette notion de régionalisation, c'est-à-dire qu'avant le Covid, les entreprises cherchaient à produire au moindre coût. Aujourd'hui, les entreprises, elles cherchent à s'assurer de pouvoir produire au cas où. Au cas où, par exemple, il y ait un problème sanitaire dans le monde. Donc, on a un mouvement de réinternationalisation de certaines chaînes de production. Ça, c'est un flatteur sur les prix finaux, notamment parce que le coût horaire du travail est plus élevé. On a un deuxième moteur qui est un moteur vraiment de moyen long terme et qui est très puissant, qui est la transition énergétique, qui a été décidée au plus haut niveau dans le monde et qui va se traduire par une hausse très puissante de la demande pour certains métaux, notamment le cobalt, le nickel, etc. Et ça va se traduire par une inflation du prix de ces actifs. Et donc, le coût final sera plus élevé et sera répercuté en partie pour le client. On a le risque géopolitique. Ça, c'est le troisième élément. On l'a bien vu cette année avec l'entrée de l'armée russe sur le sol ukrainien. Donc, on a des chocs énergétiques, on a des ruptures sur l'approvisionnement en gaz, etc. au niveau européen. Donc, ça, c'est effectivement plutôt un flatteur. Et puis, on a le dernier élément qui est la boucle prix-salaire. Alors, en Europe, on l'a pas tout à fait, pour être très honnête. On l'a pas. On voit quand même quelques messages qui sont à observer et à garder en tête. On a notamment vu le SMIC en Allemagne qui a progressé de près de 30% en 2022. Mais on voit quelques tensions salariales, mais on ne peut pas dire qu'il y a une boucle prix-salaire. En revanche, aux États-Unis, moi, je considère qu'on commence quand même à avoir des signaux assez tangibles sur cette boucle prix-salaire. Et les derniers chiffres
du taux horaire qui nous a été donné la semaine dernière, où on a vu une nouvelle progression à 5,1% des salaires aux États-Unis, ça laisse quand même, au moins on doit se poser la question de cette boucle prix-salaire aux États-Unis, on ne peut plus la laisser de côté. Donc premier message sur la désinflation, mais qui va rester quand même sur des niveaux en absolu qui seront plus élevés. Le deuxième message, c'est le durcissement de la politique monétaire qui va s'intensifier, enfin qui va se poursuivre en tout cas, il ne va pas s'intensifier, mais il va perdurer dans le temps. Et là où je diffère du consensus du marché, le consensus, lui, pense qu'une fois qu'on aura atteint les taux terminaux sur les Fed Funds, le marché estime que nous allons avoir un U-turn, c'est-à-dire qu'après la hausse, on va avoir une baisse. Le marché price déjà 2 baisses de taux des Fed Funds d'ici à fin 2023. Je ne partage pas le consensus, l'avis du consensus. Moi, je pense qu'effectivement, une fois qu'on aura atteint les taux terminaux, aux États-Unis, on va dire autour de 5, 5,5 peut-être. En Europe, probablement au-dessus de 2,50. Mais une fois qu'on aura atteint ces taux terminaux, en fait, on ne va pas baisser derrière. On va rester pour une période non négligeable sur ces taux très élevés et qui vont être en plus accompagnés d'un travail complémentaire qui va se faire sur la taille du bilan. On va démarrer le quantitative tightening du côté de la Banque centrale européenne. On attend d'ailleurs la semaine prochaine, au moment de la conférence de la BCE jeudi prochain, des annonces en ce sens où on aura des éléments un peu plus précis sur le démarrage de cette réduction de la taille du bilan. Donc, une politique monétaire qui va continuer d'être difficile, pas du tout de U-turn. Vraiment, j'y crois pas. Et j'y crois pas pour la simple et bonne raison que M. Powell nous a bien expliqué au moment de Jackson Hole, fin août, qu'il ne souhaitait pas reproduire les erreurs du passé, qu'on ne souhaitait surtout pas revivre ce qui s'était passé sur la séquence 1976-1981 aux États-Unis, où on avait vu une inflation qui était repartie beaucoup plus après une détente de la politique monétaire. Donc on ne veut pas ça du côté de la Fed, et donc on aura toujours des taux directeurs qui resteront très élevés. Le troisième et dernier message central pour appréhender nos vues sur 2023, c'est la microéconomie. Pour moi, ça va être l'élément central l'année prochaine. On est aujourd'hui en fait sur un pic. Quand on regarde le fondamental des entreprises, on est sur un pic. Si on regarde les effets de levier, on est sur des niveaux qui sont relativement très bas en 2022. On a des niveaux de marge qui se sont tenus cette année, qui sont sur des niveaux comparables à ce que l'on avait avant le Covid. On a un ratio de couverture, le fameux ratio EBITDA sur charge d'intérêt, qui est sur des niveaux très élevés, qui est essentiellement dû à la politique monétaire et budgétaire qui a été extrêmement accommodante ces 2 dernières années et qui ont permis aux entreprises de se refinancer à moindre compte. Bon, on est sur un pic et probablement que les prochaines nouvelles microéconomiques seront un peu moins bonnes. Ça, c'est un message central. On le retrouve d'ailleurs illustré sur le graphique en bas à gauche, où on voit les révisions des earnings aux États-Unis entre le ratio des downgrades et le ratio des upgrades sur les earnings. On s'aperçoit qu'on est en négatif depuis 2 trimestres déjà. C'est un premier signal qui laisse à penser quand même que la microéconomie, elle a peut-être des vents de face qui arrivent, qui sont là et qui vont modifier un petit peu le message microéconomique que l'on a. Le slide suivant, il est complémentaire à la slide que je viens de vous montrer. On a en fait la croissance du chiffre d'affaires et la croissance de la profitabilité nette aux États-Unis et en Europe. On a ce qui s'est passé jusqu'au T3 2022. Donc, on voit que jusqu'au T3, ça s'est plutôt bien passé pour les entreprises. Elles ont même rassuré. C'est ce qui nous a d'ailleurs amené au T3 à un repricing à la hausse des classes d'actifs risqués depuis quelques semaines. C'est notamment le fait que la microéconomie ait rassuré les investisseurs. Néanmoins,
quand on regarde le consensus, le forecast, on s'aperçoit notamment en Europe qu'au T2 2023, le consensus est plutôt déjà sur une croissance bénéficiaire négative sur les entreprises européennes entre -5 et -10%. Est-ce que c'est pricé aujourd'hui par le marché equity? La réponse est non, à mes yeux. Donc, on va avoir probablement une séquence de volatilité qui va encore être présente sur les prochains mois, hein. Ça, c'est à garder en tête. Je ne dis pas qu'on va avoir une catastrophe, ça va dépendre de l'atterrissage économique, mais en tout cas, on va avoir des vents de face qui vont arriver et qui vont effectivement ajouter de la dispersion à notre univers. Alors la dispersion, comment on peut le voir? En fait, il va y avoir un tri qui va se mettre en place, hein, entre le bon grain et l'ivraie. Donc les actifs, les émetteurs qui sont de bonne qualité, bah, probablement qu'ils vont réussir à traverser cet épisode de stress, cet épisode de turbulence. Mais les émetteurs qui ont une qualité de crédit un peu plus vulnérable, ils vont souffrir. Le graphique en haut à droite, on a un split par rating et on a la décomposition de ces émetteurs sur chaque classe de rating en fonction de la qualité de cash dans le bilan. Et on s'aperçoit que quand on est sur des émetteurs qui sont notés sur la frange basse du haut rendement, eh ben, on a aujourd'hui quasiment 20% de ces émetteurs qui sont B3 ou moins, qui présentent une liquidité qui est largement insuffisante, hein. C'est le morceau vert que vous avez tout en bas sur l'histogramme de droite. Donc ça, c'est un élément sur la dispersion qui va être extrêmement important parce que, et c'est mon dada depuis quelques mois déjà, hein, je parle de dispersion depuis quelques temps, mais ce mouvement de dispersion, il va s'accentuer, il va falloir être extrêmement sélectif. Je pense qu'il ne faut pas faire de la gestion passive, il faut rester dans les allocations d'actifs des clients plutôt sur une gestion active parce qu'il va y avoir du grabuge, il va y avoir des dégâts. Il va y avoir en fait un taux de défaut qui va remonter et c'est le slide suivant. Les taux de défaut, voilà, merci. Les taux de défaut en Europe nous sont donnés à 4% en projection 12 mois. Je pense même que ça va être peut-être un peu plus élevé si la macro se dégrade fortement. Mais aujourd'hui, quand on regarde les spreads de crédit en Europe, sur le haut rendement, on est à 500 points de base. Moi, bon, j'ai pas beaucoup d'expérience, hein. Je n'ai que 15 ans d'expérience sur les marchés du haut rendement. Mais quand je regarde ce qui s'est passé dans le passé et que je prends des séquences beaucoup plus longues de 50, 70 ans, je n'ai jamais vu d'entrée en récession avec des niveaux de spread à 500 points de base. Pas du tout. On rentre en général en récession, on est sur des niveaux de spread qui sont plus élevés. On est, on va dire, entre 600 et 800 points de base sur les spreads de crédit à haut rendement. Donc ça laisse un mouvement de volatilité à attendre sur les prochains mois. D'autant que la politique monétaire, on n'a pas encore atteint le taux terminal, donc on va être toujours sur cette logique où on va remonter les taux, même si ce ne sera plus sur des pas de 75 points de base, même si c'est sur du 50 points de base, ça continuera quand même de pressionner les taux nominaux. On va avoir une réduction de la taille du bilan, hein, le fameux quantitative tightening. On va avoir des chiffres d'inflation qui, certes, vont décélérer, mais ça va être de manière très graduelle. Et on a cette microéconomie qui va avoir quelques vents de face, liés notamment au volume d'activité qui va se contracter du fait d'une demande qui va décélérer. Et il va y avoir de la dispersion, donc les taux de défaut vont remonter. Les niveaux de spread aujourd'hui, pour moi, ne reflètent pas tout ça. Voilà, ça, c'était les 3 messages que je voulais vous donner. Bon, il y a d'autres thèmes à garder en tête, hein. Évidemment, c'est illusoire de penser qu'on peut résumer ça en moins de 30 minutes au travers de 3 messages clés. Il y a d'autres éléments à considérer. Je vous les donne pêle-mêle. On a la politique zéro Covid en Chine. On constate depuis quelques semaines qu'il y a un allègement de la pression vis-à-vis de ce risque sanitaire en Chine. Donc ça peut être plutôt positif pour la macroéconomie parce que le moteur chinois est un moteur qui est très puissant pour la croissance dans le monde. Donc si ça réouvre,
Si on détend les restrictions sanitaires, il est évident que ça va donner une bouffée d'oxygène à cette croissance mondiale. Quid quand même sur l'aspect inflation, parce qu'en général, c'est pas très bon pour l'inflation, hein, ça va plutôt l'amener sur des niveaux un peu plus élevés. On a le risque géopolitique, clairement établi cette année. Pour moi, il est probablement pas terminé, ou en tout cas, cette question d'insécurité se repose, et donc le risque géopolitique est à garder en tête. On n'a peut-être pas tout vu sur cet aspect-là. Au-delà des frontières en Europe, on a peut-être aussi un sujet avec Hong Kong, Taïwan. Enfin, on a des sujets en Asie qui peuvent se mettre en place. La transition énergétique, j'en ai déjà dit un mot. On va avoir une inflation du prix de certains métaux, donc ça peut quand même impacter certains business models, notamment les entreprises qui n'ont pas suffisamment investi ou qui n'ont pas pris les bons virages. Il peut y avoir quelques dégâts. Et puis, enfin, les challenges sociaux. Si on dit que le prix de certains aliments, hein, le blé, le soja, si on dit que certains aliments coûtent plus cher, bah, on a déjà connu ça, hein, ça s'appelle le printemps arabe il y a une dizaine d'années, où on a vu que le peuple se rebelle, il y a la montée des extrêmes, il y a une instabilité politique qui peut se mettre en place, et puis il y a une pression qui est faite par la population qui souffre sur les gouvernements pour en faire plus. Et la question ici, c'est quelle est la capacité des gouvernements à en faire plus quand on a une politique monétaire qui est restrictive et quand on a des taux nominaux sur les emprunts gouvernementaux qui remontent. Quelle est la capacité des gouvernements? Pour moi, elle est de moins en moins importante. Donc, il va y avoir quelques sujets hein, quand même en 2023. Christophe évoquait le fait qu'on était beaucoup plus confortable aujourd'hui pour parler de l'obligataire parce qu'effectivement, on a eu un écartement des spreads, on a eu des taux qui sont remontés sur des niveaux qu'on n'avait pas nécessairement connus depuis plusieurs années. Mine de rien, ça ne va pas être facile. Hein. Alors, comment on traduit cela dans les portefeuilles? Alors, deux axes. Aujourd'hui, on a une proposition de valeur sur un fonds daté qui est lancé depuis quelques mois. Opportunité 2025. Bon, l'idée, c'est de dire on lance un fonds daté parce qu'on retrouve des niveaux de spread qu'on n'avait pas connus depuis une décennie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on va le faire sur une duration qui est relativement courte parce que l'on souhaite s'extraire de cette sensibilité taux, puisque vous avez compris, je pense qu'on a encore une séquence de volatilité à attendre sur les prochains mois. Alors, je demande juste à la personne qui a allumé son micro si vous pouvez l'éteindre, parce que c'est relativement désagréable, s'il vous plaît. Merci. Donc, on capte des niveaux de spread qui sont très élevés. On le fait sur une duration courte. L'idée, c'est de construire un tiers du portefeuille sur des sous-jacents qui sont extrêmement robustes, qui nous apporteront une certaine robustesse dans un contexte macroéconomique qui va probablement se dégrader sur les prochains mois. Donc, on a mis un tiers dans notre portefeuille cible d'émetteurs notés investment grade ou double B. Et puis, les 2 tiers restants, puisque on vous propose chez Sunny de la gestion active, on va aller chercher les meilleurs couples rendement-risque. On va faire de la sélection de dossiers, on va faire du bond picking. Hein, c'est ce que je fais depuis quelques années déjà. Donc, on va aller chercher des histoires dans la catégorie des single B. L'idée étant d'aller capter un taux et de se laisser porter par la composante carry et par la composante compression des spreads, puisque à horizon 2 ans et demi, 3 ans, on estime qu'on arrivera à éviter les défauts dans notre sélection de dossiers. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir de défauts. Hein. Un défaut, ça peut vite arriver. Pas du tout. Mais par contre, voilà, on fait de la sélection fondamentale, approche plutôt bottom-up, et on le fait au travers d'une sélection active des dossiers. Donc, on est sur une liste relativement resserrée de 70 obligations au sein de ce fonds daté.
Alors avant que Kevin, tu fasses un point rapide sur ce Niro Crédit Opportunité qui est le fonds ouvert, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le chat sur la partie fonds daté. Pourquoi un court plutôt qu'un long? Voilà, donc on va essayer d'y répondre assez rapidement. Globalement, c'est vrai que quand on a lancé ce fonds Senior Opportunité 2025, pour être totalement transparent avec vous, on avait pricé avec Kevin un 25 et un 28 pour savoir si effectivement il y avait un intérêt ou à lancer deux fonds, ou à lancer un plus long, ou à lancer un plus court pour voir finalement ce qui colcherait mieux la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, d'un point de vue purement opérationnel, on ne voit pas chez Sony ce qui justifie aujourd'hui de lancer un fonds daté sur une durée longue. C'est-à-dire que Kevin vient d'expliquer brillamment en introduction toutes les zones d'ombre qui restent encore au-dessus de nous, toute la perplexité qu'on peut avoir sur ce qui va se passer en 2023-2024. Et nous, on pense de façon très intuitive, hein, et c'est souvent du bon sens chez Sony, mais quand le bon sens reprend sa place au milieu de l'échiquier sur l'univers obligataire, c'est plutôt une bonne idée. Donc, on pense qu'aujourd'hui, quand on n'y voit pas grand-chose, et quand on n'y voit vraiment pas grand-chose, ça ne sert à rien d'aller très loin. A fortiori, quand la rémunération pour aller très loin ne paye pas le risque que l'on prend. Donc aujourd'hui, il nous semble que 2025, dans un monde en 2023, à la fois vis-à-vis du client final, ça permet de se projeter sur une durée relativement courte, avec un niveau de rémunération qui reste quand même très acceptable, hein, un taux actuariel autour de 6% aujourd'hui. Si on nous avait dit ça en janvier 2022, on serait tous debout sur la table en disant c'est fantastique, on est des héros. Hein, c'est ça dont il faut se rappeler. Donc nous, il nous semble qu'aujourd'hui, aller sur du très long, alors qu'on ne voit pas grand-chose, que peut-être que la séquence de hausse de taux n'est pas arrivée, ça sous-entend qu'on risque d'avoir un moment de service un peu compliqué sur une période plus longue avec des niveaux de rendement qui ne sont pas forcément largement supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui sur des cours. Donc la prudence nous semble être de mise quand même aujourd'hui. Et quand on a autour de 6 sur un fonds 2025, je ne suis pas sûr, mais ça c'est notre avis, hein, chacun en fera ce qu'il en voudra, qu'il faut se casser la tête pour aller chercher 50 centimes ou 1% de plus à horizon 2028. Sachant qu'en plus, entre maintenant et 28, il va se passer plein de choses. Il y aura peut-être des dossiers qui arriveront à maturité, qu'il faudra réinvestir, à quel niveau de taux. Enfin, il y a tout un tas d'inconnus autour d'un fonds long qui nous semble être pas de mise dans un univers où ça reste quand même un peu chahuté et il nous semble que tout n'a pas été fait, tout n'a pas été dit. Et donc, il nous semble que vraiment l'idée, c'est d'aller plutôt sur un fonds court. Et quand on arrivera au proche de 2025, on verra ce qu'on fera. Est-ce qu'on lancera un autre fonds daté? Est-ce qu'il y aura d'autres périodes d'ici là où on pourra faire d'autres choses? Mais je pense que l'objectif du moment, c'est d'être le plus pragmatique possible, à la fois pour les clients, à la fois pour la gestion, et que, en fait, évidemment, d'un point de vue opérationnel, moi, je préfère la faire à 28. Hein. C'est 3 ans de frais de gestion en plus pour la société de gestion, hein, si on veut se positionner d'un point de vue purement business model. Mais au bout du compte, la réalité opérationnelle, il nous semble que 25, c'est déjà très bien et ça permet de faire un point de compte plus régulier avec son client et surtout, si les taux remontent demain, ce qui n'est pas à exclure, hein, vous savez, on a fait 0,10 depuis le 1er janvier sur le 10 ans français, on est monté à 3,20, on est redescendu à 2,20, on est à 2,30. La volatilité sur les taux, elle n'est pas terminée. Et si les taux continuent de remonter, on risque d'avoir un peu de service après-vente un peu compliqué sur des fonds très longs, parce que la sensibilité sur des fonds plus longs, je ne vais pas vous raconter comment ça marche, vous savez aussi bien que moi, elle est bien plus forte, et donc le risque de baisse des valeurs liquidatives peut être un peu plus violent sur des fonds très longs. Donc je ne suis pas sûr que voilà, tout ça milite plutôt pour un fonds plutôt court, ce qu'on a cherché à faire, et quand on voit l'ensemble des demandes et je vois l'ensemble de vos questions, je me dis qu'effectivement, on a bien fait de faire un fonds court plutôt qu'un fonds très long. Donc voilà pour faire le point sur cette partie-là. Dernier point, sur le fonds Senior Opportunité 2025, la période de souscription, elle est aussi volontairement courte, puisque la période de souscription, elle s'arrête le 31 mars 2023. Un autre écueil de mon point de vue sur les fonds datés, c'est quand on a des périodes de souscription qui durent 1 an et demi, 2 ans, ou des fonds ouverts tout le temps. Alors là, pour le coup, c'est plus un fonds daté, hein, parce qu'à un moment donné, évidemment, on peut imaginer que ceux qui rentrent après peuvent diluer ceux qui sont déjà dedans. Enfin, vous connaissez toutes ces histoires-là. Donc aujourd'hui, court à la fois en durée, court en période de souscription pour essayer d'extraire le meilleur taux actuel possible sur la durée courte, ça nous semble être un combo assez idéal par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur l'univers du crédit européen. Donc ça, c'est un point que je voulais vraiment sur lequel je voulais insister et pour répondre à l'ensemble de vos questions que vous posez. L'autre point, alors la question qu'on se pose aussi souvent avec Kevin, c'est de dire est-ce qu'il vaut mieux faire un fonds daté ou est-ce qu'il vaut mieux investir sur un fonds ouvert? Parce que finalement, l'univers du crédit, il reste aussi propice pour un fonds comme Senior Crédit Opportunité qui est ouvert. Et voilà, donc on va en parler, allez, on a 5 minutes, Kevin, pour refaire un point sur Eurocrédit Opportunité, sur ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça marche, et puis finalement, c'est quoi la différence avec un Senior Opportunité 2025? Oui, juste, bon, je partage ce que tu viens de dire. J'ouvre juste une parenthèse pour dire qu'effectivement, il ne nous semble pas opportun d'aller chercher de la duration longue aujourd'hui parce qu'on a suffisamment de rémunération et puis il y a sans doute une séquence de volatilité à attendre encore à horizon court terme. Cela étant dit, je voudrais quand même que vous repartiez avec quelques messages positifs. Hein. Je ne veux surtout pas anéantir votre morale à l'approche d'un week-end ensoleillé, mais
il n'est pas à exclure qu'une fois qu'on ait atteint les taux terminaux sur la politique monétaire, que l'inflation commence à refluer, qu'on a des éléments de réponse un peu plus précis sur l'atterrissage de la croissance économique dans le monde, il n'est pas inintéressant et inopportun de se dire que peut-être à un moment ou un autre, ce sera intéressant de prendre de la duration longue. Et donc là, on essaiera, nous, d'apporter une solution de réponse à cette duration longue, peut-être au travers d'un nouveau fonds daté. Mais on dit juste que là, spot, ça fait du sens de plutôt rester sur de la duration courte. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, sur Eurocrédit Opportunité, bon, c'est un fonds ouvert, donc, comme l'a souligné Christophe. L'idée de ce fonds-là, c'est de s'intéresser au spectre obligataire en n'ayant aucun a priori. Donc, ça veut dire quoi? On s'intéresse à tout type de secteur, on a plutôt une approche fondamentale bottom-up, mais on va surtout essentiellement essayer de mettre dans ce portefeuille les meilleurs couples rendement ajusté du risque que l'on peut trouver dans le marché. Ça peut être dans l'investment grade, ça peut être dans le high yield, ça peut être éventuellement dans le distress, hein, dans les émissions obligataires qui sont plutôt en déshérence. On peut trouver de la valeur un peu partout. Ce qu'il faut, c'est mettre les meilleurs couples rendement-risque. Et donc, c'est ce qu'on s'attelle à faire dans ce fonds-là. Alors, la slide suivante, c'est une slide qui est pour moi intéressante parce que elle retrace un petit peu l'histoire de ce fonds sur les derniers trimestres. En fait, aujourd'hui, Eurocrédit Opportunité, c'est un fonds qui a la moitié de son actif exposé sur les meilleurs coupes rendement-risque dans l'investment grade ou dans les émissions de la frange haute du haut rendement. Et l'autre moitié, c'est sur des histoires spécifiques single B. Voilà, j'ai les deux moteurs. C'est-à-dire que on a eu la chance d'appréhender cette notion de l'inflation peut-être un peu plus tôt que le reste du marché. Et donc, en juin 2021, quand j'avais à peu près 75% de l'actif d'Eurocrédit Opportunité qui était sur des émissions simple B ou triple C, ne comprenant pas cette notion de transitoire sur l'inflation, j'ai souhaité mettre de la qualité de crédit dans le portefeuille. Donc, j'ai rebalancé, j'ai rééquilibré mon portefeuille et on se retrouve aujourd'hui, 18 mois après, avec un portefeuille qui est beaucoup plus équilibré. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que quand on parle de dispersion, quand on parle de ralentissement de la croissance économique, quand on parle de remontée des taux de défaut, il va y avoir du grabuge dans certains secteurs. Et donc, au-delà de l'approche bottom-up, où je vais sélectionner les meilleurs couples rendement-risque, parce que j'estime que tel fondamental sur un émetteur fait beaucoup de sens, parce qu'ils vont réussir à générer du free cash flow, parce que j'estime que le marché a été trop loin dans son interprétation négative dans le dossier. Bon, au-delà de l'approche bottom-up, il y a également une réflexion top-down qui est apportée. Et quand on dit ralentissement macroéconomique, il va y avoir certains secteurs qui vont être pénalisés. Typiquement, la remontée des taux, ça va impacter directement le secteur de l'immobilier. Hein. Je vous explique pas pourquoi. Tout le monde aura bien compris en quoi la remontée des taux affecte l'immobilier. Et aujourd'hui, dans un fonds comme Eurocrédit Opportunité, vous ne retrouverez pas beaucoup d'immobilier dans le portefeuille. J'ai à peine moins de 2% de l'actif qui est exposé à un risque immobilier sur lequel il y a une potentielle dévaluation de la valorisation des actifs à attendre sur les prochains mois. Donc, je ne suis pas trop exposé sur l'immobilier. En tout cas, pas à ce stade. Le deuxième secteur où il faut être précautionneux, c'est probablement les chemicals. Parce que si on dit que l'inflation, même si elle va décélérer très graduellement en 2023, elle va continuer quand même de pressionner sur certaines commodities. Et donc, aujourd'hui, j'ai moins de 5% de l'actif qui est sur le secteur des chemicals. Et ces 5% se font au travers de 3 signatures qui sont soit notées investment grade, soit notées double B. Hein, on a mis de la qualité là-dessus. Et au-delà de la qualité intrinsèque du crédit de ces 3 entreprises, ce sont des entreprises qui ont la capacité de répercuter la hausse des inputs dans le prix final des clients au travers de clauses de pass-through
qui sont relativement rapides parce que, en fait, il y a un delta de 30 jours entre le moment où on constate l'inflation sur les inputs et le moment où on renégocie les contrats derrière avec les clients. Donc là-dessus, on est également très confortable. Et puis le dernier secteur qui peut faire l'objet de quelques pressions négatives dans un ralentissement macro et une micro qui aurait des vents de face, c'est le secteur automobile et équipementier auto, sur lequel aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'exposition dans Eurocrédit. J'ai 2% de l'actif qui est exposé sur un seul émetteur dans le secteur OEM et puis auto, c'est Faurecia. Faurecia parce que j'estime que le couple rendement-risque, il est relativement attractif pour le nom, en sachant que le management a des velléités de désendetter la structure bilancielle. Et quand je regarde les KPI de Faurecia en 2022, c'est pas si catastrophique que ça. Donc j'estime que Faurecia, c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Donc en 2023, sans avoir de boule de cristal bien sûr, mais je pense qu'il va y avoir 2 séquences. Il va y avoir une première séquence dans laquelle on va rentrer, qui est une séquence où on va avoir de la volatilité, on va retrouver peut-être des pressions sur les taux gouvernementaux, on va avoir des interrogations sur le ralentissement macroéconomique. Et cette première séquence va profiter à l'investment grade et aux actifs de bonne qualité. Ils vont être plus robustes que les actifs dits risqués. Donc, dans Eurocrédit Opportunité, je vais avoir les 48% qui sont exposés aujourd'hui sur l'investment grade ou sur du WB qui vont m'offrir cette robustesse dans cette séquence. Je vais avoir la capacité d'amortir les chocs de marché. En revanche, il est probable qu'au cours de l'année 2023, une fois qu'on aura des réponses un peu plus précises sur le hard ou le soft landing, il est probable que nous ayons une vision beaucoup plus positive des actifs risqués, notamment du haut rendement, peut-être même aussi des actions. Et il est probable de se dire que les émetteurs qui sont plutôt sur la frange basse du haut rendement, donc là je vise directement le simple B et le triple C, mais ça ne sera pas tout de suite à mon avis, mais surtout le simple B, il est probable que dans une deuxième séquence, on ait des flux acheteurs qui se positionnent sur ces papiers-là parce qu'on aura des niveaux de spread qui seront relativement rémunérateurs et on aura finalement un équilibre sur la partie perspectives macroéconomiques qui seront plutôt rassurantes pour se dire, bon, bah, ok, certes, je rentre un émetteur qui est un peu plus fragile que l'investment grade, mais par contre, si le boulot est bien fait et que je vais choisir les bonnes sociétés, bah, je vais capter des niveaux de rémunération qui sont aujourd'hui spot autour de 7% de rendement. 7% de rendement, finalement, on n'est pas très très loin de la rémunération que l'on a en historique sur les marchés actions. Si on regarde le MSCI, on doit être à 8% de performance annualisée sur un historique relativement long. Donc, quand on dit dans le haut rendement, on peut attraper du 7% et si on fait une bonne sélection de titres, on n'a pas beaucoup de défauts, ça fait du sens. Je fais à peu près la même performance que les equities sur une longue période et j'ai un Bon, je crois qu'on a perdu Kevin, il a dû avoir un petit souci, ça a sauté. Bon, on est arrivé à la fin du webinaire. Alors, juste, vous avez proposé aussi de vous montrer comment on gérait le risque sur le fonds semi-Eurocrédit Opportunité et dans l'ensemble des portefeuilles. Donc, en fait, l'idée, c'était de voir finalement comment l'impact d'une remontée de taux venait finalement réduire le rendement. Et donc, on s'aperçoit que même dans une hypothèse la plus terrible où les taux remontent de 200 points de base, finalement, hop, il est revenu. Yes. Ouais, je t'avais perdu. Bon, j'avais fait le go-between pour expliquer que dans une remontée de taux, on n'était pas si mal. Oui, c'est un exercice qui est relativement théorique, mais qui donne simplement notre sensibilité au taux dans Eurocrédit Opportunité, elle est relativement maîtrisée. Donc, si on a des grosses secousses sur les taux souverains en Europe, on a une capacité quand même d'absorption qui n'est pas négligeable dans le fond, qui s'explique essentiellement par notre duration courte
et par un taux embarqué dans le portefeuille qui est relativement élevé. Et puis enfin, la dernière slide de la présentation, elle concerne le risque de crédit, puisqu'on parle beaucoup de taux de défaut, donc c'est quand même important de regarder ce qui pourrait se passer si justement ça se passe mal. Si on dit que le taux de défaut, c'est 4%, que je fais 3 fois pire que le marché, donc en fait, j'ai 12% de mon actif qui part en défaut. Si je prends l'hypothèse d'une recovery à 42%, hein, qui est la moyenne constatée ces dernières années, on arriverait quand même à faire une performance brute qui soit légèrement supérieure à 0. Hein. On serait autour de 1% en perf brute si je fais 3 fois pire que le marché. Voilà. C'est une indication complémentaire qui laisse à penser quand même qu'aujourd'hui, bond is back, parce qu'on a des niveaux de taux quand même qui restent élevés, même si on n'a pas toute la visibilité suffisante, ça quand même, ça fait du sens aujourd'hui de reparler de l'obligataire et de se pencher sur cette perspective. Ok, parfait. Merci beaucoup, Kevin. Je crois qu'on a adressé un gros portrait. On a fait 45 minutes. Bon, on a un peu dépassé, mais comme je vois que vous êtes encore très nombreux là, c'est que ça devait être certainement intéressant. Donc, on a répondu aux questions sur effectivement le fonds daté. Oui, j'ai aussi beaucoup de questions. On va vous envoyer à tous l'ensemble de la présentation pour que vous ayez l'ensemble des éléments à votre disposition. Bon, il y a eu beaucoup d'autres questions, mais dans ce cas-là, pour faire simple et pour pas qu'après le temps de tout le monde, Blaise et moi, on répondra aux questions auxquelles on n'a pas répondu. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je pense qu'on refera un point avec Kevin et sur le marché du crédit sûrement en tout début d'année pour voir un peu ce qui s'est passé et un peu remettre un point sur ses visions 2023 et voir comment au cours du premier trimestre tout ça peut s'ajuster et on fera également un point avant la fin de la période de souscription du CNI Opportunité 2025 pour voir où on en est en termes de taux actuariel, en termes de répartition et comment se passent les premiers investissements pour qu'on ait cette vision la plus claire possible de ce qu'on va faire. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup pour avoir été avec nous ce matin et je vous dis à tous à très bientôt et puis des bonnes fêtes de fin d'année parce qu'on va s'y approcher bientôt. Bonne fin de journée. Et à vous.